Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment traiter efficacement les commotions cérébrales. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique ou émotionnel ou psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, dans cet épisode, j'ai décidé de parler de quelque chose d'un petit peu plus médical, d'un petit peu plus thérapeutique. Ça a été inspiré en fait parce que ces derniers temps, pour une raison ou pour une autre, eh bien, j'ai eu passablement de patients qui sont venus, sur des patients locaux, sur des patients qui viennent même d'autres cantons ou d'autres pays, pour des problématiques de commotion cérébrale qui persistent. Et ça, c'est un gros problème dans le domaine médical parce que la plupart du temps, on estime que une personne qui se fait une commotion cérébrale ou un traumatisme cérébral qui n'est pas trop sévère, eh bien, en l'espace de quelques semaines, 1, 2, 3 semaines, cette personne-là va récupérer. Par contre, on sait de nos jours qu'il y a 20 à 30% en fait, des gens qui ne récupèrent pas d'une commotion cérébrale et qui, même après 3 mois, qui est un petit peu la notion de dire, voilà, si on n'a pas récupéré au bout de 3 mois, c'est qu'une problématique chronique qui s'installe, qu'on appelle un syndrome post-commotionnel. Donc moi j'aimerais vous partager un petit peu l'expérience que j'ai de prendre soin de ces gens-là et quelles sont les stratégies avancées qu'on peut leur apporter qui vont leur permettre de guérir là où finalement rien ne s'était passé jusqu'à présent. Alors la commotion c'est quoi? Bien, la commotion c'est essentiellement une forme de traumatisme cérébral qui va en fait momentanément altérer les fonctions de votre système nerveux. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce qui se passe, mais essentiellement lorsque vous avez une commotion, et par commotion, cela ne veut pas nécessairement dire que vous avez perdu connaissance. Vous pouvez avoir des commotions sans avoir perdu connaissance. Mais il y a toute une série de changements qui vont se passer au niveau de vos neurones. Il y a une production de certains neurotransmetteurs excitants qui sont neurotoxiques qui vont être produites. Il y a par exemple des changements inflammatoires qui vont se produire. On va avoir une activation des cellules qu'on appelle gliales. À l'intérieur de notre cerveau, on a 2 types de cellules. On a les neurones et on a les cellules gliales qui sont des cellules en fait de soutien qui vont jouer un rôle très très important dans la fonction neuronale et on a en fait 10 fois plus de cellules gliales que de cellules neuronales. Ces cellules gliales, elles peuvent devenir ce que l'on appelle uprégulées, elles vont s'inflammer. On peut avoir aussi des changements au niveau du métabolisme du glucose, on peut avoir des changements au niveau de l'apport sanguin, etc., etc. Donc il y a plusieurs changements qui vont se faire au niveau de ces tissus et qui peuvent amener aux symptômes typiques des commotions. Alors il y en a beaucoup, ça va varier d'un patient à l'autre, mais essentiellement vous pouvez avoir des problèmes de maux de tête ou de migraine, vous pouvez avoir des problèmes de confusion, d'avoir l'impression d'avoir la tête un peu dans le cirage ou dans les nuages, de ne plus bien être centré, vous pouvez avoir des problématiques aussi d'équilibre, ou des sensations d'étourdissement, ou que vraiment vous avez ces sensations rotatoires. Ça peut développer aussi des problématiques où vous allez développer de la sensibilité à la lumière ou de la sensibilité au son ou à d'autres sensations. Il peut y avoir de la fatigue cognitive, c'est-à-dire que par exemple vous n'arrivez plus à conduire autant qu'avant, vous n'arrivez plus à lire une page, vous développez des problèmes de concentration ou de mémoire, etc., etc. Donc il y a de nombreux symptômes qui peuvent se faire. Donc là ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas pour les personnes qui récupèrent d'une commotion, ce sont pour ces personnes qui vont partir dans cette notion de syndrome post-commotionnel. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, eh bien, dans un premier temps, c'est d'identifier le type de commotion. Parce qu'en médecine classique, qui se trouve essentiellement démunie face à ces syndromes post-commotionnels, eh bien, on a l'impression que les commotions, c'est tout la même chose. Et en fait, cliniquement, ce n'est pas vrai. Donc, nous, cliniquement, ce qu'on marque, c'est qu'il y a 4 types différents de syndrome post-commotionnel. Et quand on parle d'un type, ça ne veut pas dire qu'une personne souffre d'un seul type. Elle peut souffrir que d'une seule chose, mais elle peut aussi avoir 2, 3, voire même les 4 types qui sont en train de se passer en même temps. Donc le premier type, ici, on va l'appeler un type physiologique. Et ce type physiologique, en fait,
c'est essentiellement des problématiques qui sont causées par des dysfonctions générales du système. Ça ne va pas être une dysfonction localisée, si vous voulez, mais tout le cerveau dans son entier va être influencé, et ça, c'est essentiellement dû à ces mécanismes métaboliques, ces altérations au niveau du métabolisme du glucose, du métabolisme sanguin, ces altérations au niveau de l'inflammation, etc. Donc, dans ces cas-là, tout le système est influencé, et un des symptômes typiques, c'est que dès le moment où la personne doit faire un effort accru, que ce soit physique ou que ce soit cognitif, eh bien, une énorme fatigue s'installe. Et la fatigue, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un symptôme qu'il y a de l'inflammation dans votre système nerveux et que la communication neuronale, finalement, ralentit. Okay? Donc ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre, c'est de savoir si, vous avez ces mécanismes physiologiques, c'est-à-dire des problèmes inflammatoires, des problèmes de régulation du glucose, etc., qui impactent votre système dans son ensemble. Et là, ça veut dire que pour savoir si vous avez cette problématique physiologique, eh bien, il va falloir qu'on étende le débat. On ne peut plus rester juste à cette notion de cerveau, parce que votre cerveau, il n'est pas là juste dans une tour d'ivoire à l'intérieur de votre tête. Il interagit avec le reste du corps. Donc, ça veut dire que l'on va devoir comprendre les mécanismes physiologiques qui influencent la fonction de votre cerveau. Donc, on va devoir connaître votre glycémie, votre taux de glucose dans le sang, votre hémoglobine glyquée, par exemple. On va devoir savoir si vous avez des signes d'inflammation. Il va falloir savoir si vous avez développé une réaction auto-immunitaire à vos tissus neurologiques. Ce qu'on voit, nous, chez quasiment un tiers des gens qui ont cette problématique chronique. Il y a des mécanismes où le système immunitaire a été suffisamment altéré par le choc pour créer des réactivités auto-immunitaires. Il y a des tests sanguins spécialisés qui se font, qui ne sont pas standards en médecine classique, mais qui peuvent nous donner ces éléments-là. Il va falloir, si il y a de l'inflammation, il va falloir savoir si vous avez des carences nutritionnelles. Il y a des études qui montrent que les gens qui développent ces syndromes post-commotionnels, très souvent, ils ont des carences initiales. Ça peut être des problématiques de carence de fer, qui est très importante pour créer l'hémoglobine et puis ensuite livrer l'oxygène au cerveau. Ça peut être des carences en vitamine du groupe B, ça peut être des carences en vitamine D, qui est très importante pour la fonction neuronale, etc., etc. Un lien très important aussi, c'est le lien entre le cerveau et l'intestin. On sait aujourd'hui qu'il y a un axe très important. Il y a des études qui montrent que lorsque l'on a une commotion cérébrale, notre intestin va devenir ce que l'on appelle en anglais leaky, c'est-à-dire qu'il va devenir perméable, ça va déséquilibrer la flore intestinale, il y a de l'inflammation qui va se créer, et cette inflammation intestinale va ensuite se reporter au niveau cérébral. Donc on commence d'avoir une espèce de poule qui a commencé de la poule et de l'œuf, mais il faut à un certain moment intervenir sur ces deux aspects. Donc ça veut dire que si vous avez cette problématique chronique, on va devoir aller tester bien au-delà juste de votre cerveau, et ça peut passer par des évaluations gastro-intestinales aussi. Donc ce premier élément physiologique, c'est l'ensemble du système qui est pris en compte, et ça c'est une des choses que la médecine n'évalue que très rarement, parce qu'elle se reste focalisée en fait sur ces symptômes cérébraux, alors que l'ensemble du corps a besoin d'une prise en charge. Okay? Deuxième type ici de commotion, c'est ce que l'on appelle les commotions oculovestibulaires. Alors, vestibulaire, ça veut dire quoi? C'est le système de l'équilibre. On a à l'intérieur de nos oreilles internes différents canaux qui, lorsque l'on bouge la tête, vont envoyer des informations à notre système nerveux. Elles vont être intégrées notamment au niveau d'une structure qu'on appelle notre cervelet. Et puis ensuite, ça va aussi coordonner tous les mouvements oculaires. Donc par exemple, si je bouge ma tête ici comme ça et que je veux garder mes yeux sur la caméra, eh bien, il faut que j'ai une dissociation entre mes mouvements de la tête et mes mouvements des yeux. Donc on a tout ce système qui est intégré au niveau de nos informations de l'équilibre, de notre musculature de la nuque, de nos yeux, qui forment un complexe très important que nous, on va appeler oculovestibulaire. Et là, on trouve très souvent des dysfonctions dans ce système après les commotions. Et parmi les symptômes typiques que l'on trouve là-dedans, c'est les gens qui vont commencer d'avoir des problèmes avec leur équilibre et des problèmes aussi avec la sensation de mouvement. C'est-à-dire qu'ils commencent d'être très intolérants aux mouvements qui peuvent se trouver autour d'eux. Donc, par exemple, ça peut devenir très difficile pour vous d'être dans un train et de voir, par exemple, des poteaux qui défilent. Comme ça va vous donner des sensations nauséeuses. Ça peut aussi vous donner des sensations dont le simple fait de marcher sur un tapis qui a des motifs, ça peut déclencher ces sensations vertigineuses.
Ou alors l'un des pires, c'est de passer dans des allées de supermarché où vous avez toutes les allées avec les aliments qui défilent comme ça et ça va déclencher ces sensations soit vertigineuses, soit d'instabilité, soit de déséquilibre. Donc les symptômes, je dirais pathognomiques les plus spécifiques à cette dysfonction oculovestibulaire, ce sont ces problématiques de mouvement où soit vous avez l'impression que vous n'êtes plus stable et que dès le moment où vous bougez ou que l'environnement bouge autour de vous, eh bien ça va vous donner ces sensations comme ça de perte de centrage, de déséquilibre, etc. Ça peut même arriver si vous regardez la télévision et que les images bougent très rapidement. Okay? Donc ça, c'est le deuxième type. Et là, bien évidemment, ce sont des problématiques beaucoup plus locales et avec des examens, notamment en neurologie fonctionnelle, eh bien, on va pouvoir identifier les parties de votre système nerveux, que ce soit le contrôle oculomoteur, que ce soit le cervelet, qui joue un rôle important dans les mouvements horizontaux des yeux, par exemple, etc. Voir quelles sont les zones qui sont touchées et pouvoir faire une réhabilitation très, très spécifique qui va être très efficace. Troisième type, c'est le type que l'on appelle cervicogène. Et là, c'est essentiellement des dysfonctions qui ont été créées à la suite du traumatisme où cela a touché en fait la fonction mécanique de votre colonne cervicale. Ça peut être la colonne cervicale dans son entier ou alors les cervicales supérieures. Et on a en fait une symptomatologie qui va être liée à ces dysfonctions au niveau mécanique qui viennent des cervicales. Et là, dans les symptômes typiques de ce genre de type, eh bien, on va avoir soit des raideurs, soit des tensions, soit des douleurs cervicales, voire des maux de tête qui partent de la base du crâne, des maux de tête ce qu'on appelle occipitaux. Ça va être exacerbé par les positions, les postures devant l'ordinateur, etc. Et là, bien évidemment, il va falloir faire un travail au niveau mécanique, mais ce travail doit être très dans le respect des tissus. Certaines fois, on voit des thérapeutes qui vont appliquer leur protocole standard sur ces patients et qui rendent les choses pires. Donc, c'est très important de le faire de manière très douce, très délicate, dans le respect des tissus, parce que sinon, on peut endommager encore plus. Quatrième aspect, ou quatrième type, c'est ce qu'on appelle le type mésencéphalique. Et en fait, dans notre cerveau, si on regarde ici notre cerveau comme ça, on a une partie ici que l'on appelle le tronc cérébral. Et dans la partie supérieure de ce tronc cérébral, on a le mésencéphale. Et ce mésencéphale, lui, il a une position anatomique qui est particulière, qui fait qu'il est très souvent touché lorsqu'on a ces mécanismes commotionnels. Et finalement, sa fonction va être perturbée. Alors les symptômes typiques de ce type mésencéphalique, c'est des symptômes qui sont liés à la fonction de ce mésencéphale et il en a toute une série, mais une des choses que ce mésencéphale fait, c'est qu'il va gérer notre système nerveux et notre réaction au stress et notamment, il va filtrer des vieux mécanismes où dès le moment où il y avait un son très fort dans notre environnement ou quelque chose qui arrive dans notre champ visuel, il nous prépare, il nous met en état de vigilance pour faire face à cette demande. Donc il va avoir un rôle de filtre sur les informations notamment visuelles et des sons. Et chez les personnes qui ont ce type mésencéphalique, on trouve très souvent des sensibilités à la lumière ou des sensibilités au son. Très souvent aussi, ce mésencéphale, ce qu'il fait, c'est qu'il va jouer un rôle dans les mouvements verticaux des yeux et puis dans la convergence et dans la divergence. Donc, ça veut dire que dès le moment où vous faites des mouvements comme ça, la personne elle va commencer de se sentir mal. Même chose avec les mouvements verticaux des yeux. Donc, c'est symptomatique lié à ce mésencéphale. On l'a dit, ces problèmes de sensibilité au son, de sensibilité à la lumière, ces problèmes maintenant de convergence qui va nous empêcher de bien pouvoir lire. On peut devenir aussi sensible à la douleur parce que ce mésencéphale, il va jouer un rôle de filtre dans le ressenti de la douleur. Il y a aussi des voies, ce qu'on appelle dopaminergiques, qui vont permettre de bien se concentrer et de se motiver. Donc les gens qui ont ces dysfonctions mésencéphaliques, elles peuvent commencer à devenir un petit peu dépressives, sensibles à la douleur, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, un des plus importants qu'on va, nous, en clinique, mesurer grâce à une variabilité cardiaque, c'est la réactivité au stress, c'est-à-dire que la personne, elle a de plus en plus de difficultés à faire face au stress, elle peut devenir irritable, à fleur de peau, et très émotionnelle, c'est-à-dire de commencer de pleurer pour un rien, finalement, parce que le système, lui, il est vraiment dysfonctionnel. Donc voilà les 4 types principaux
de ces commotions. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus rares, mais là je voulais vous présenter les 4. Donc si vous êtes dans un état de syndrome post-commotionnel et que la médecine classique n'arrive pas à vous donner des solutions, eh bien ce que vous devez faire, c'est soit appelez-nous, soit trouver un thérapeute qui va être capable de vous donner et de vous évaluer dans ces 4 dimensions, parce que comme je l'ai dit, on peut ne pas avoir qu'un seul type, il peut avoir une combinaison de types, et nous ce qu'on voit très fréquemment, surtout dans les cas les plus graves, eh bien, ce sont ces 4 types qui sont impliqués, et donc on va devoir avoir une prise en charge globale qui va travailler à la fois sur l'aspect physiologique, mais qui va aussi permettre de réhabiliter, dans le respect des capacités métaboliques, le système nerveux dans son entier. Voilà, laissez-moi savoir si vous avez des questions ou des commentaires dans les commentaires ici. Si vous avez besoin de la transcription, vous pouvez la trouver sur notre site unegrandevie.com, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.